Nous avons constaté en 2014 que les entreprises souvent se sentaient un peu seules, au-delà de l'accompagnement de la CCI, lorsqu'elles arrivaient sur un territoire. Qu'est-ce qu'elles recherchent? Elles recherchent des informations sur le terrain, le bâtiment qui me plaît, sur le plan d'urbanisme, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et donc la création de ce service développement local, il a pour but d'accompagner les entreprises dans leur implantation. Pas que, il a aussi pour but d'aller chercher les entreprises pour leur montrer tous les atouts d'une ville moyenne et l'intérêt qu'il y a de s'installer sur le territoire. Nous travaillons avec la Chambre de commerce systématiquement sur tous les dispositifs qui sont mis en place parce qu'ils ont été partagés en général avec les commerçants et les entrepreneurs et que cela vient en complément des actions que nous menons. La complémentarité avec la Chambre de commerce, c'est vraiment un atout pour l'ensemble des territoires. Bonjour, je suis Léa Lassara, présidente de la CCI Seine-Estuaire, également chef d'entreprise dans le domaine de l'hôtellerie et restauration. Je suis très heureuse de vous accueillir. Nous sommes ici à la CCI Seine-Estuaire et d'accueillir nos intervenants. Depuis janvier, la CCI a lancé une opération qui s'appelle Prenons rendez-vous, puisque la CCI met en place pour les dirigeants du territoire beaucoup d'actions de façon à accompagner le développement de l'entreprise. Et nous avons souhaité faire connaître un maximum de ces actions et donc d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Pour cela, nous avons mis en place depuis janvier cette action Prenons rendez-vous et aujourd'hui, c'est notre 4e table ronde. Et de façon à pouvoir vous parler de la RSE aujourd'hui, mais aussi de vous montrer que les dirigeants du territoire sont à nos côtés et vont également témoigner. Vous pouvez aussi, pour tout autre sujet, prendre rendez-vous avec la CCI, avec nos experts qui sont à votre écoute. Vous pouvez appeler tout simplement ou encore aller sur notre site internet et prendre un rendez-vous directement. Nous serons à votre écoute. Je voudrais remercier pour cette table ronde nos partenaires, l'agglomération de Lisieux et son président François Aubé, également Marie-Agnès Poussier-Winsbach, la maire de la ville de Fécamp. Je voudrais également remercier Vision Business qui est à nos côtés en régie, qui s'occupe de toute la régie et qui peut organiser ce plateau télé aujourd'hui. Enfin, vous dire que nous n'avons pas de masque. Nous avons été testés, évidemment, nous sommes tous négatifs, vous en doutez bien, et nous avons également des plexis entre nous. Donc, pour que ce soit plus facile de s'exprimer entre nous et auprès de vous, nous avons retiré nos masques. Je vais laisser Fabrice Aspo, dirigeant de HM Immobilier, vous présenter le sujet de cette table ronde et également nos intervenants. Fabrice. Oui, bonjour. Nous allons donc aujourd'hui parler de la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Et pour parler de ce sujet, je vais vous présenter les intervenants du jour. Donc à côté de moi, Sébastien Duhaut, qui est directeur des opérations chez Cusmiti Love Organic, donc une entreprise implantée au Havre, mais d'envergure internationale. À côté de Sébastien, Élise Others, qui est gérante de la société CPM Industrie, les métiers de la métallurgie. Et Élise est très impliquée dans le tissu économique local d'ailleurs. Ensuite, Yves Hazard, dirigeant de la société Soudry, une entreprise reprise il y a 5 ans par Yves, grossiste et distributeur de produits maraîchers. Hein. Et enfin, Stéphane Joly-Bettiger, qui est le directeur QHSE de Siemens Gamesa, donc c'est le gros projet industriel actuellement sur l'agglomération havraise. Donc, la RSE, c'est un sujet aujourd'hui, un sujet majeur à la CCI, puisqu'il y a même une commission qui s'occupe de ce sujet, qui regroupe de nombreux élus, dont Yves fait partie. Hein. Et pour retracer un peu l'histoire du sujet de la RSE, en fait, on peut remonter au XVIIe siècle en Amérique où en fait des businessmen chrétiens à ce moment-là se sont dit il faut qu'on arrête de faire des affaires en se tirant dans les pattes. On aurait intérêt à mettre en place des bonnes pratiques pour justement pouvoir travailler ensemble dans des meilleures conditions.
Ensuite, en 1953, Howard Bowen a écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle « La responsabilité sociale du businessman ». Et en 1979, Archie Grohl développe les 4 responsabilités de l'entreprise. La responsabilité économique, la rentabilité, la responsabilité légale, respecter la loi, la responsabilité éthique, être juste et honnête, et puis la responsabilité philanthropique, sûrement donner pour recevoir en arrière-pensée. Donc tout cela pour développer des opportunités de business. Aujourd'hui, la RSE, c'est un peu tout faire pour travailler à la bonne réputation de l'entreprise, ce qui améliore ensuite tous les paramètres de gestion en interne et en externe. On commence. Yves, dans la préparation de cette table ronde, tu as évoqué le fait de dire il faut avoir plaisir à le faire et partager ce plaisir avec les autres. Est-ce que tu peux développer un peu cette motivation qui t'a permis de lancer ce sujet d'entreprise ? Oui, alors c'est tout à fait exact. Lorsqu'on a repris l'entreprise avec mon associé, on voulait faire évoluer un certain nombre de choses et on voulait vraiment intégrer les équipes par rapport à des projets. Et le RSE est venu sur la table et on a trouvé que c'était quelque chose qui était extrêmement positif et pour nous et en même temps pour nos équipes. Et à travers ça, on a travaillé sur la façon de partager ce projet-là. Il y a eu même beaucoup de remontées en interne de nos équipes. Et ce qui fait que c'est un véritable projet, non pas des dirigeants, mais c'est un projet d'entreprise et qui est partagé par nos équipes. Et c'était fondamental pour la réussite du projet. Alors, on fait de la RSE un peu sans le savoir, souvent. Sébastien, pardon, tu nous disais qu'au démarrage, en fait, il suffit de se poser et de se rendre compte de ce qu'on fait déjà qui peut s'assimiler à de la RSE. Oui, tout à fait. On a mené tout un tas d'actions qui peuvent s'apparenter à de la RSE, mais sans le savoir au départ, ou au moins sans mettre le mot RSE sur ces actions. Et en se rencontrant autour de la table avec les différents collaborateurs et collaboratrices, suite à une demande justement d'un client qui voulait avoir un petit peu un rapport de nos actions RSE, on a commencé à lister l'ensemble des actions. Finalement, peu de personnes ont réussi à trouver les premières actions, mais au fil, en tirant un peu la pelote de laine, on a réussi à identifier, et finalement c'est venu petit à petit au fil de l'eau, c'est tombé. Par exemple la relocalisation de la production, la relocalisation de l'approvisionnement de nos composants plutôt en France ou en Europe, la participation à l'association Octobre Rose contre le cancer du sein, la participation à la course Amazon, des différents projets, notamment le passage en bio. Toutes ces actions, quand on les a mis bout à bout sur la table, les gens ont commencé à se rendre compte que finalement on avait mené beaucoup d'actions liées à la RSE, mais sans réellement le savoir. Élise, je crois que toi aussi tu découvres au fur et à mesure que depuis très longtemps tu fais de la RSE dans ton entreprise. Absolument. Moi, mon entreprise, elle a déménagé en 2008 sur le parc Éco-Normandie à Saint-Romain-de-Colbosc et on a fait construire un bâtiment industriel qui correspondait à notre nouvelle organisation. Et on avait choisi le parc Éco-Normandie parce que c'était un environnement extrêmement préservé, proche d'un château classé, au bord d'une forêt, c'était boisé, il y avait un cahier des charges qui était assez exigeant et ça correspondait déjà à des valeurs personnelles. Et je me souviens voir encore ces bulldozers décaper le sol et je me suis sentie hyper coupable de massacrer en fait la biodiversité qui était existante sur un site qui était magnifique. Et on s'est dit avec mon associé très vite qu'il fallait qu'on compense notre action. Et donc assez rapidement, on a mis en place une journée de la biodiversité où on a engagé tous nos collaborateurs. On s'est adjoint les services d'une association qui s'appelle la CPN, qui est le Club pour protéger la nature, et qui est venu et qui nous a aidés à installer des roseaux dans la mare, des nichoirs à mésanges, à chauves-souris. On a planté des haies d'essence locale. Et donc on a fait cette action-là avec nos collaborateurs. Donc en plus de passer une journée extrêmement agréable et conviviale, même si c'était un 25 novembre pluvieux, on a passé un super moment avec tous nos collaborateurs qui sont venus en plus en famille pour nous aider.
Et on ne s'en rendait pas compte, mais en fait, c'est du RSE, c'est-à-dire que là, on avait de la compensation environnementale, une action de biodiversité, et en plus du team building. Et ça, pas une seule seconde, je me suis dit que c'était de la RSE à l'époque. Je crois que même le terme de RSE, je ne le connaissais pas en réalité. C'était juste un engagement un peu personnel qu'on a réalisé sans vraiment mesurer l'impact que ça aurait sur l'entreprise. Et justement, si on continue sur ce sujet plutôt social ou sociétal, si je m'adresse à tout le monde en fait, est-ce que RSE et ressources humaines, quel parallèle on pourrait faire et en quoi ça fait bouger les lignes? Alors je sais que vous avez tous quelque chose à dire sur ce sujet. Qui se lance? Ça peut être je me permets de commencer à répondre sur ce point. Ça peut être un facteur qui va nous permettre justement d'attirer soit des nouveaux talents ou des personnes pour l'entreprise. Alors tout dépend du secteur d'activité. Nous, on est sur un secteur d'activité sur lequel la RSE, ça fait un peu partie de notre activité. C'est un peu inné. En gros, ce n'est plus un facteur de gain si on l'a. Au contraire, si on n'est pas dans une démarche RSE, on est en retrait par rapport à nos concurrents. Mais le fait de s'inscrire dans une démarche de RSE, donc sur les différents aspects, environnemental, social et sociétal, ça peut permettre à certains candidats, sur un marché tendu de l'emploi, d'être attirés par notre entreprise et d'être fiers finalement de rejoindre notre entreprise. Donc ça permet soit de les capter, soit au contraire de conserver les salariés qui travaillent pour l'entreprise, puisque on s'inscrit vraiment dans une démarche qui n'est pas uniquement le microcosme de l'entreprise, mais sur lequel on va voir sur du long terme, sur l'aspect environnemental, on va aider le tissu économique local et on a une vraie démarche qui est cohérente par rapport au secteur d'activité dans lequel on se place. Et donc dans une PME, alors est-ce que ça a aussi une incidence sur les ressources humaines? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sur le fait que ça permet de recruter mieux, plus et fidéliser? Complètement. Moi, j'ai un métier, les métiers de la métallurgie, la chaudronnerie, l'usinage, qui ont un vrai problème d'attractivité. Et aujourd'hui, de travailler la marque employeur à travers la RSE, c'est quelque chose qui va donner envie aux jeunes de venir chez nous plus qu'ailleurs. Pour des tas de raisons, déjà d'accueil, de travailler les conditions de travail. Ça peut être des choses très simples comme bien chauffer son espace de production, un local social bien équipé, de proposer des actions collectives et coopératives et de le travailler et surtout de le communiquer permet vraiment aux jeunes de vouloir se projeter chez nous et d'avoir envie d'y venir parce qu'il y fait bon vivre et peut-être un peu mieux qu'ailleurs. Parce qu'on a un vrai problème de déficit d'image et puis parfois aussi, en plus, nous les PME, on a des problèmes de localisation où on peut être un peu isolé en milieu rural. Et donc, pour arriver à faire venir les jeunes, effectivement, travailler... moi, je considère que vraiment la partie RH, c'est la marque employeur et c'est un facteur qui permet vraiment de donner envie de se projeter dans la durée dans l'entreprise. Et Yves, par rapport à ça, et également peut-être sur comment on communique et quel est l'intérêt de communiquer? À tous les niveaux, c'est-à-dire que ça soit interne et que ça soit externe. Pour reprendre par rapport à ça, c'est que nous, l'entreprise Soudry, on est extrêmement implanté à la campagne. Donc près de Fécamp, trouver des candidats, c'est compliqué. Ce que nous vendons, ce n'est pas forcément des postes, mais des projets d'entreprise. Et les projets d'entreprise, à travers ça, la RSE en fait pleinement partie. C'est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui vient de l'extérieur, où on lui montre tout ce qui est fait, ou les camions qui roulent à 100% végétal. Il y a des choses qui sont surprenantes. Et au lieu de s'intéresser au poste, il s'intéresse à l'entreprise. Et à partir de ça, ça change. La même chose dans le sens inverse, c'est qu'au titre des clients, on travaille pas mal avec les collectivités. Le fait qu'il y ait une démarche RSE qui est environnementale, sur la façon de conduire, sur la façon dont on gère les équipes ou etc., sont des critères qui sont pris en compte. Même on est en B2C ou en B2B. Les clients qui viennent aujourd'hui dans nos magasins, le fait qu'ils voient qu'à travers ça, nous travaillons beaucoup plus sur du local, sur de la relation. 80% de nos clients, de nos fournisseurs sont des producteurs en direct et donc pas forcément d'intermédiaires ni quoi que ce soit. Ce sont des critères qui sont pris en compte et qui, par définition, font du gagnant-gagnant. Voilà, et ça, dès qu'on arrive à trouver cet équilibre-là, c'est beaucoup plus facile.
Mais c'est un coût tout ça, non? C'est aussi, et tout a un coût, c'est aussi un investissement, mais c'est aussi des points gagnants. Le fait de faire participer nos équipes à essayer de réduire les déchets, d'avoir organisé un nouvel entrepôt où, avec un bien meilleur contrôle de température, etc., font tomber les déchets. Et à partir du moment où on tombe les déchets, ça fait faire des économies. Aujourd'hui, on a divisé par 2 les consommations d'emballage. Aujourd'hui, tous les cartons sont récupérés. Et une partie des autres emballages peuvent être réutilisés. Et donc, à travers ça, on a une bien meilleure réutilisation. Les camions, aujourd'hui, c'est 80% d'effet de serre en moins. Et c'est rien à faire. C'est le choix du carburant, où c'est exactement le même prix que le gasoil. Mais en revanche, alors ça sent un tout petit peu l'huile de friture au démarrage, mais à la rigueur, ça a fait rigoler tout le monde. Et aujourd'hui, voilà, c'est rentré dans les mœurs. Et puis, donc, ce sont des investissements et court terme et long terme. Alors, court terme et long terme, c'est intéressant. Chez Siemens Gamesa, je crois que vous avez une culture de la RSE qui est de dire il faut avoir des actions long terme parce qu'on a besoin de voir loin, mais il faut également des actions de court terme pour continuer à attiser la curiosité des équipes sur le sujet de la RSE. Est-ce que tu peux nous dire quelques exemples? Tout à fait, juste pour compléter ce point, la RSE, quand on y pense en termes de développement durable, c'est toujours une cible qui est à 5 ans, 10 ans, enfin vraiment pour pouvoir asseoir l'entreprise dans le territoire et sur le meilleur développement possible. Mais parler à 5 ans, une stratégie à 5 ans, finalement, ça ne permet pas de fédérer forcément les salariés et les personnes qui travaillent pour l'entreprise ou les partenaires. Il est toujours un peu important d'avoir des sortes de quick wins. Donc c'est des petites actions qu'on va mettre en place qui ont un impact parfois environnemental qui est peut-être insignifiant, mais en tout cas qui permet de fédérer, puisque les salariés se sentent pris, enfin en tout cas les personnes qui travaillent pour l'entreprise et les partenaires se sentent pris dans une démarche qui est visible, qui est tangible et surtout sur du court terme. Donc on essaie vraiment de mettre en place des actions rapides Un exemple d'une action rapide. En action rapide, là on a fait, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la biodiversité, mais le fait de sponsoriser une forêt à proximité d'ici, enfin sponsoriser entre guillemets, mais en tout cas préserver la biodiversité d'une forêt, avec des actions qui ont été mises sur lesquelles au bout de 3 mois on a fait venir quelques salariés justement pour participer avec l'ONF à une démarche de préservation d'une forêt. C'est une action rapide. On va avoir d'autres éléments qu'on a fait avant le Covid, qui font partie d'une démarche RSE sur lesquels on participe au Virgin Pulse Challenge. Alors c'est pas pour faire de la pub à Virgin, mais en tout cas ils ont mis ça de façon internationale, ou sur lesquels, sur les 300 salariés que nous avions, on avait 10 équipes de 8 personnes, donc 80 salariés qui participaient chacun avec un petit bracelet sur lesquels on promouvait tout ce qui était sport. Donc on avait une activité où on avait un challenge sur 40 jours pendant lesquels chaque équipe devait faire le maximum de kilomètres parcourus ou en tout cas d'activités physiques différentes, et ça permettait, ça fait partie de la RSE, ça permettait justement de tirer un petit peu les gens vers le haut, qui sortent un petit peu du contexte professionnel et que ça les amène dans un axe personnel et surtout de se connaître ensemble. On a une 30aine de sites en France, des petits sites éoliens, et souvent les personnes n'auront pas l'occasion de se rencontrer. Et là, ça permettait, de par le sport, de créer une dynamique et permettait à chacun un petit peu de casser les positions, les postes, et puis qu'ils puissent avoir un objectif commun. Donc c'est typiquement ce genre de petites actions court-termistes où en 40 jours, vous voyez déjà les bénéfices, que ce soit physiquement pour les personnes et surtout socialement, parce que finalement tout le monde se parle à peu près au même niveau. Alors, on a reçu une première question par mail, mais on peut très bien, sur le chat de la diffusion, nous envoyer les questions directement. Alors justement, est-ce qu'il faut systématiquement formaliser les actions en lien avec la RSE? Et puis, j'ajouterais même, est-ce qu'il faut les quantifier? Peut-être, Élise, tu as quelques exemples? Oui, alors même si moi je le faisais de façon très informelle et donc je ne le quantifiais pas dans le passé, j'ai décidé de le faire parce que d'une part, j'ai un de mes clients donneur d'ordre qui nous a fait adhérer à une plateforme qui nous a permis de structurer un petit peu notre démarche RSE.
Et ça me permet d'avoir un rapport annuel que je peux fournir à mes clients. Pour ça, il faut que je le suive, évidemment, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on a décidé de se fixer une quinzaine d'indicateurs qu'on a intégrés dans notre système ISO 9001. Qui sont des indicateurs qui sont assez simples à suivre, que ce soit autant sur la partie environnementale, sur par exemple la quantification du coût énergétique de l'électricité sur la partie éclairage de l'entreprise, comme pour le carburant, ça c'est un indicateur qui est assez facile à suivre, mais on suit également les indicateurs sociétaux qui sont le turnover, le pourcentage de personnes qui participent aux événements collectifs, sportifs, pour essayer de voir un petit peu l'engagement de l'entreprise et si ce qu'on a mis en place fonctionne et si au contraire il faut mener de nouvelles actions. Donc on traite vraiment la RSE aujourd'hui comme un module à part entière dans notre système de management de la qualité et on en a fait quelque chose d'assez central dans même notre stratégie d'entreprise. On pourrait même parler de valeurs. Chez Cosmiti, comment ça se passe? Comment vous formalisez les choses? Comment vous faites la promotion de ces valeurs? Alors c'est justement la grande question du moment, c'est comment on va justement communiquer au travers de nos différentes actions. C'est-à-dire que en interne, on en parle, on a des projets, donc c'est entre guillemets, c'est la partie la plus simple. Et ensuite, on a différents axes de communication. C'est autant vers d'autres sociétés, où là, ils s'attendent peut-être plus à une sorte de label ou de normes, justement pour apporter de la légitimité à nos actions. Mais on a aussi tous nos clients finaux qui achètent nos produits. Et là, c'est justement quel outil on va utiliser pour mettre en avant toutes nos actions. Donc c'est vraiment la grande réflexion. On n'a pour l'instant toujours pas statué. C'est-à-dire qu'on a plein d'actions, certes, mais on est en réflexion, on regarde un peu ce qui se passe autour, différentes sociétés, pour justement trouver le bon axe. Justement, moi, pour le promouvoir, comme on est en train de refaire notre site internet, on a décidé de carrément dédier un onglet RSE. Et pour le formaliser, alors on s'est un peu questionné sur comment on allait valoriser nos actions. Et donc en fait, on s'est appuyé sur les ODD, les objectifs de développement durable. Et on a repris les pictogrammes. Et donc, on a un pictogramme par ODD. Et quand la personne qui visite le site internet clique sur l'ODD, là, à l'intérieur, on va expliquer avec une photo et puis un petit texte explicatif quelle est l'action qui a été menée, quel est notre engagement sur cet objectif-là, que ce soit le sourcing court, comme notre engagement sur l'environnement, sur le bien-être au travail. Et on a vraiment synthétisé en fait toutes nos actions et on le met à jour. On fait une mise à jour sur notre blog dès qu'on a un nouvel objectif qui est rempli. Mais ce qui est intéressant à travers ça, et on le voyait, tu parlais tout à l'heure de la commission RSE, il y a une trentaine de participants, chacun est à son niveau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent juste de commencer, il y a des personnes qui parlent déjà de créer de sociétés à mission, etc., qui est le top du top du RSE. Et on s'aperçoit que ce qui est intéressant, c'est que chacun fait à sa vitesse. Chacun avance point par point sur un petit truc, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le partage des bonnes pratiques. Parce que, voilà, tiens, tu as fait ça, mais comment tu as fait? Et je trouve que c'est le côté très positif du RSE qui est différent des autres normes où c'est très rigoureux, très rigide. Le RSE, quel que soit, c'est comme le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose, il commence sans le savoir. Et au bout du compte, à un moment donné, il progresse, il évolue à sa vitesse. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se font extrêmement pertinentes et très productives et très puissantes dans les entreprises et qui sont en plus partagées par l'ensemble des collaborateurs. Chacun à son niveau et c'est ça qui est intéressant un peu dans le domaine du RSE. Très belle transition avec une autre question qu'on a reçue dans le chat ou par mail, c'est justement, est-ce que la RSE devient un enjeu pour obtenir de nouveaux marchés? Est-ce que ça devient un critère dans les appels d'offres? Peut-être Alors, je l'avais indiqué un peu tout à l'heure, aujourd'hui, ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Nous, on est quand même dans un secteur d'activité, certes industriel, mais qui vise à avoir une énergie bas carbone. Donc, nous, sur notre secteur d'activité, globalement, si on n'a pas une démarche de ce type-là, on ne remportera pas de marché.
Ça, c'est une quasi-certitude. Je rebondis là-dessus parce qu'on pourrait dire, de toute façon, Siemens Gamesa, en gros, c'est assez facile, c'est tellement gros que la question ne se pose pas. Alors que oui, que ce soit des marchés publics ou autres, c'est indispensable déjà aujourd'hui. C'est indispensable pour nous. Globalement, nos clients sont de différents types. On va avoir des clients qui sont des gros marchands d'électricité, de ce type EDF ou ENGIE ou ce genre de clients-là. On va avoir de l'énergie des clients citoyens. On a des groupements citoyens maintenant qui achètent aussi de l'éolien pour justement bénéficier, mettre l'énergie sur le marché. Donc, on se doit d'être cohérent, par rapport à notre secteur d'activité, on se doit d'avoir une cohérence entre ce que l'on vend et ce que l'on fait et la façon dont on le fait. Je vais schématiser, mais si globalement on installe de l'éolien et puis on ne regarde absolument pas le bilan carbone, d'où viennent les produits, d'où vient la matière première, finalement on va rouler avec des énormes 4x4 qui vont consommer du 30 litres au 100 et qui ne vont absolument pas rouler au végétal, finalement il n'y a aucune cohérence. Donc c'est-à-dire qu'on va montrer une image et finalement la cohérence derrière et des actions qui sont mises en place par l'ensemble des salariés, il n'y a aucun lien entre les deux. Donc on se doit, et c'est nécessaire, d'être cohérent entre l'image bien sûr que l'on renvoie et les actions que l'on fait au quotidien. Donc pour nous, c'est un critère pour rester dans le marché et pour ne pas perdre un marché. Puisque nos concurrents de toute façon, sont aussi inscrits dans une démarche de ce type-là. Et c'est quelque part tirer tout le monde vers le haut, puisqu'on se doit de l'avoir. Alors que 10 ans en arrière, ça peut être un critère de choix. En tout cas, je parle vraiment par rapport à notre secteur d'activité. C'était un critère de choix supplémentaire, là aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, je crois que ça peut encore l'être dans certains marchés. Justement, Élise, tu nous disais qu'aujourd'hui, tout à l'heure, tu nous as dit, même en préparant, j'ai hâte que ce soit une vraie norme obligatoire. Tu peux développer un peu ? Oui, parce que déjà, je pense que ça doit être une responsabilité que tous les dirigeants devraient porter. Et on l'a dit au XVIIe siècle, mais on ne peut pas faire du business n'importe comment. Et je crois qu'aujourd'hui, on le voit encore plus. Et j'ai des clients qui me le demandent de façon un peu sporadique, mais je sens que la demande, elle est vraiment prégnante et elle deviendra obligatoire, donc soyons prêts. Mais soyons prêts honnêtement, parce que la RSE, ça nécessite un vrai engagement du dirigeant et ça ne doit pas être qu'une affaire de communication. Donc il faut structurer la démarche RSE pour qu'elle soit... et qu'elle ne soit pas qu'un effet de communication externe, comme on a pu échanger à ce sujet, et que ce soit vraiment, que ça repose sur quelque chose de plutôt encadré, et que ça devienne une forme de norme qui puisse faire la différence dans les relations client-fournisseur. Parce que l'idée est aussi de pouvoir dire « j'achète responsable chez un fournisseur responsable qui lui-même achète chez un fournisseur responsable ». Et ça, on peut ne le garantir que s'il y a un vrai engagement de celui qui in fine achète. Et j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose de fondamental. On assiste encore trop aujourd'hui à des postures d'acheteurs qui vont faire de la RSE peut-être un socle de 10% de leurs décisions. Et je crois qu'on ne va pas encore assez loin. Ça doit aller beaucoup plus loin parce que la RSE, c'est un investissement pour l'entreprise. Donc ça veut dire que l'entreprise qui est très engagée dans la RSE, elle investit plus que ses concurrents pour être éthique et responsable. Donc forcément, elle est peut-être un peu moins compétitive d'un point de vue coût. Et si on continue d'avoir une posture d'achat qui n'est que sur le coût et qu'on ne tient pas compte de cet engagement de l'entreprise, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que j'aimerais que, effectivement, le business aille un peu plus loin et que la démarche d'achat mette beaucoup plus de poids sur la RSE dans le choix du fournisseur. Je rebondis juste, je sens qu'on a une autre question, mais je rebondis là-dessus parce que je connais, on voit tous ton engagement et notre engagement sur la RSE en disant que ça fait partie de tes valeurs. Je côtoie aussi des dirigeants pour qui ce n'est pas forcément une valeur, ou en tout cas ils disent ça coûte cher, ça prend du temps, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait... on ne juge, je ne juge pas ça, chacun ses priorités au moment. Qu'est-ce qu'on pourrait donner au-delà de dire effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme argument aux dirigeants pour qui l'environnement, par exemple, n'est pas dans ses valeurs ou en tout cas une priorité? Rapidement, Yves, je sens que tu as envie de... Non, mais j'avais un parallèle. Il y avait une phrase d'un des présidents américains sur la formation. Et il disait...
vous trouvez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. C'est exactement le même parallèle. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous voulez dire que ça coûte cher, c'est que vous ne vous posez pas la question du contraire. Et donc à un moment donné, c'est positif. Il y a plein de raisons positives par rapport à ça. Et ce qui est justement ce que je voudrais éviter par rapport à ça, c'est qu'on aille vers la contrainte. Il n'y a rien de mieux que de se dire que l'approche sociétale et environnementale, ça a des côtés positifs et on recherche ces côtés positifs et qu'on essaie d'éviter la contrainte. Là, il y a ce matin, je crois qu'on est sorti un article sur les 47 indicateurs qui pourraient être diffusables par le gouvernement au titre de RSE, qui vont venir à un moment donné. Oublions-les. Essayons déjà de mettre en place un certain nombre d'éléments qui peut-être répondront à ce type de questions, mais qui feront que l'entreprise se sentira mieux et les équipes se sentiront mieux dans l'entreprise. On a eu le cas, nous, on a mis en place avec une discussion avec le personnel sur un système d'intéressement qui fait que 50% de la productivité, du gain de productivité retourne au personnel. Ils savent très bien le mesurer, ils savent très bien à quoi ça correspond. Et à partir de ça, quand on discute aujourd'hui avec nos équipes dans nos magasins, eh ben, ça change complètement le comportement. Ça diminue le turnover, qui coûte extrêmement cher aux entreprises. Ça améliore l'augmentation le panier moyen. Voilà, il y a plein de choses qui font que le résultat est beaucoup plus positif que ce que ça peut coûter. Alors, justement, une des questions du chat, c'est comment est-ce que les collaborateurs accueillent la mise en place de ces actions ? Donc, avec des exemples, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé dans vos entreprises, avec des exemples un peu concrets, un peu comme l'intéressement ou le changement de carburant de tes camions, Yves ? Comment ça se passe dans l'entreprise ? Quelle est la réaction à certaines actions des collaborateurs ? Tu veux commencer ? Oui, il faut aller toujours, comme tout nouveau projet, des fois un peu innovant, toujours pris avec beaucoup de scepticisme au départ, mais après avec un engagement fort, puisque les salariés s'identifient à ce qu'ils sont en train de mettre en place et savent que c'est bénéfique autant soit pour l'environnement, soit pour la société, ou même pour d'un point de vue RH pour les autres salariés. Donc ça permet vraiment moi je voulais rajouter à ce qu'a dit Yves, ça permet pour les entreprises qui n'ont pas de contraintes, enfin de valeur environnementale, ça permet de vraiment fédérer les équipes sur des projets qui font sens. Des fois on lance des projets en interne dans les entreprises, les salariés n'arrivent pas à s'identifier, comprendre l'objectif, etc. Là ça parle finalement à tout le monde. Donc ça permet que les salariés se sentent bien, ça évite le turnover, mais ça aussi permet d'attirer de nouveaux talents. Donc finalement, c'est bénéfique. Et là où je voudrais rajouter, moi, le côté bénéfique, c'est que ces projets qui sortent un peu de nos projets traditionnels apportent de l'innovation. Quand on lance un projet qui est ambitieux, qui est innovant, on ne sait pas comment on va le traiter, hein, on n'a pas la solution. Mais finalement, ça pousse tout le monde à se remettre en question sur les fondamentaux, les flux. Et dans vraiment plus de 80% des projets, on a sorti quelque chose d'innovant où tout le monde en sort une certaine fierté et a pu contribuer à ce projet-là. Alors, on est là pour partager un peu les secrets des dirigeants. C'est ce qu'on vend dans l'invitation. Par exemple, Stéphane, est-ce que toi, tu as des exemples concrets d'actions mises en place qui ont permis une adhésion rapide, je ne vais peut-être pas dire un émerveillement des salariés, mais du moins un engouement ? Déjà, les actions viennent des salariés. C'est pas forcément le dirigeant il y a une stratégie, certes, au niveau de l'entreprise, au niveau de notre groupe, Siemens Gamesa Monde, il y a une stratégie, on adhère bien sûr en France, mais l'ensemble des actions et ce qu'on va mettre en place, c'est des groupes de travail avec des salariés. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à vendre déjà. Enfin, ce que tu évoquais tout à l'heure, le fait de partager une stratégie ou vendre une stratégie, c'est pas du tout la même démarche. Et très souvent, on arrive à la partager, à la vendre à 20 personnes, mais il faut aller un peu plus pour aller chercher les 80 autres pourcents. Donc, le meilleur moyen pour vendre une stratégie et vendre des actions, c'est justement d'intégrer directement les salariés. Là, on est en train
il y a un fort engouement autour de la flotte automobile et l'utilisation de notre flotte automobile. Une grosse partie de notre activité, c'est de faire de la maintenance de parcs éoliens qui sont disséminés un peu partout en France. Forcément, on est obligé de passer par la voiture ou par des véhicules de service à un moment donné. Et le gros critère en ce moment est justement de pouvoir utiliser l'énergie produite par nos éoliennes pour nos véhicules. Ça paraît tout bête, dit comme ça. En disant, finalement, on produit de l'énergie, pourquoi on ne l'utiliserait pas? Et bien ça, en grattant, en intégrant justement les salariés dans cette démarche, on essaye de mettre en place des programmes tests pour justement qu'on puisse bénéficier de cette énergie pour nos véhicules. Ça ne marchera pas forcément tout le temps, pas dans les parcs en pleine montagne, mais au moins si on arrive à avoir ne serait-ce que 10%, et c'est ce qu'on essaie de faire, il y a des entreprises très bien qui nous accompagnent pour ce genre de choses, d'utiliser l'électricité produite par l'éolienne pour pouvoir directement venir charger notre véhicule quand nos techniciens sont directement en train de faire la maintenance en machine. Et bien ça fédère une grosse partie de la population, enfin des techniciens de maintenance et des chefs de centre, puisque pour eux finalement, ce qui pensait être une contrainte ne l'est plus, puisque y a des tests qui sont faits à droite à gauche et finalement ça fonctionne. Donc on arrive à vendre une démarche de ce type-là directement aux personnes qui sont impactées, alors qu'à l'origine, c'était de dire, je parlais volontairement tout à l'heure en disant les 4x4 qui consomment 40 litres au 100, on revient 10-15 ans en arrière, c'est-à-dire finalement, on travaille dans l'éolien, on en fait suffisamment pour la planète, mais c'est plus le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment l'ensemble de cette démarche-là, de A à Z, donc de la base de maintenance jusqu'à la production énergétique, tout est cohérent, et ça fait partie d'une des actions qu'on est en train de mettre en place et qui fédère le maximum de personnes possible. Mais c'est venu directement des salariés, des techniciens ou des chefs de centre qui avaient, certains, une envie de se développer dans le véhicule électrique et pour essayer de réduire notre utilisation des énergies fossiles. Il faut que ça vienne des salariés et on les fédère beaucoup plus quand l'idée elle vient d'eux. Nous on a mis en place un truc tout bête que beaucoup d'entreprises ont, c'est la boîte à idées. Et régulièrement on leur dit mais suggérez-nous tout ce qui vous passe par la tête. Ça ne veut pas dire que ce sera fait, mais ce sera étudié, ce sera lu. Tous les mois, on ouvre la boîte à idées et on a des idées, alors parfois farfelues, mais parfois très très intéressantes. Et il y a 1 an et demi, dans la boîte à idées, on nous a demandé de peut-être réaménager un peu les horaires parce qu'ils n'étaient pas toujours conformes aux attentes de chacun par rapport à son organisation personnelle. Et c'est vrai, avec mon associé, on a réfléchi en se disant pourquoi imposer un horaire puisque finalement on attend d'eux une présence en production 8 heures par jour, mais en réalité qu'ils fassent 7h, 16h ou 9h, 18h quelque part, moi tant que j'ai mon volume de production et que j'honore moi mes commandes clients, finalement c'est compatible. Et donc on a décidé assez rapidement de mettre en place des horaires libérés et ça s'est très très bien passé parce qu'on les a aussi responsabilisés et complètement engagés dans la réflexion. Donc plutôt que de leur proposer un modèle, on a réuni tout le monde et on leur a dit voilà, comment est-ce que vous voyez la chose? Quelles sont vos attentes? Et on a fait un vrai travail coopératif où là on a collecté sur un tableau blanc les attentes de tout le monde pour que ce soit le mieux possible. On s'est fixé 6 mois de test. Et ça s'est très très bien passé. Par contre, on les a responsabilisés en leur disant voilà, aujourd'hui vous badgez vos horaires. Si vous oubliez de badger, effectivement, on n'aura aucun moyen de contrôler vos horaires, donc il y aura des heures de perdu. Et en fait, non seulement eux ont gagné en autonomie, mais moi j'ai gagné aussi énormément de temps parce que comme je les ai responsabilisés sur leur badgeage avant, quand ils oubliaient de badger, c'était l'horaire collectif qui se mettait automatiquement. Là, j'ai plus aucun moyen de savoir à quelle heure ils sont arrivés, à quelle heure ils sont partis. Donc je leur ai dit, par contre, si tu es arrivé à 7h et que tu n'as pas badgé, moi je te badge à l'horaire de 9h. Et je considère que tu as fait une toute petite journée de 9h 16h. Et en les responsabilisant, j'ai quasiment plus aucun écart de badge. Et aujourd'hui, ils viennent plus me voir pour me dire j'ai oublié mon badge ou j'ai oublié de badger parce qu'ils savent très bien que forcément, ça aura une conséquence importante sur le bulletin de paie à la fin du mois. Donc en fait, c'est un système où tout le monde y a gagné. Et c'était une suggestion assez simple. Et puis derrière, j'ai plus de problème de retard, puisque le sujet même du retard n'en est plus un. Et les gens sont complètement autonomes et ont pu adapter. Ils n'ont plus besoin de venir me demander pour partir plus tôt pour aller chez le dentiste. Et on a vraiment... Moi, j'ai gagné un confort en management qui est énorme. J'ai peut-être gagné 4 à 5 heures de RH par mois. Et en contrepartie, des salariés plus heureux. Donc c'est un système vraiment gagnant-gagnant. Mais ça n'a fonctionné que parce qu'on a engagé tout le monde dans la démarche. Et on s'aperçoit que là, comme tout à l'heure, les meilleures initiatives viennent pas d'en haut, mais viennent la plupart du temps d'en bas.
Et il faut laisser cette possibilité justement, et le RSE le permet, parce que nos équipes savent beaucoup mieux là où on perd, là où on peut s'améliorer, etc. Et qu'il faut leur laisser l'initiative de pouvoir proposer et de pouvoir avancer avec eux. Alors, on a une question encore du chat qui est l'environnement, la qualité de vie au travail, quoi d'autre? Alors aujourd'hui, on a derrière la technique Maxime qui est lycéen, qui voulait voir comment ça s'organisait une journée, un déjeuner ensemble. Alors est-ce que la RSE, c'est aussi se tourner vers les jeunes, lycéens ou étudiants, pour leur montrer ce que c'est que l'entreprise? Ouais, ça... En plus, toi, tu es loin sur la zone industrielle. Donc, sur la zone industrielle, on a aussi notre siège qui est à Paris, donc on accueille aussi pas mal d'étudiants. Pour moi, c'est un des points aussi fondamental qui permet de faire connaître nos métiers, notre entreprise, et donc, encore une fois, d'attirer des futurs talents au sein de l'entreprise. Malgré qu'on soit une marque connue, finalement, dans le métier, d'y travailler, c'est difficile de s'y faire connaître. Donc, quoi de mieux d'attirer des étudiants, soit en contrat de professionnalisation, soit de l'apprentissage, soit du stage, pour faire connaître nos métiers et faire connaître le bien-être qu'on peut éprouver en venant travailler chez nous. Je vous prends un exemple. On n'a aucun problème de recrutement sur le marketing. Par contre, j'ai un site de production où j'ai de la maintenance, et là, d'attirer des gens qui font de la maintenance chez nous, alors le monde du thé, ça ne leur parle pas beaucoup, je pense, et dans leur vie et professionnelle et personnelle. Et bien là, on travaille justement avec, je ne sais pas si ça se dit encore, un CFA, enfin un lycée qui est basé à Yvetot, où justement on accueille des apprentis pour les former et leur faire connaître nos métiers, et de montrer qu'il y a d'autres métiers que de faire du marketing. Donc c'est essentiel. La métallurgie, c'est pas facile non plus, d'attirer les jeunes? C'est pas facile parce qu'on a un vrai problème d'attractivité, on a un métier sur lequel on a un vrai déficit d'image, et nous colle à la peau le germinal qui fait que les jeunes ont encore l'impression qu'ils vont travailler dans un entrepôt sombre, froid, lugubre, dans des conditions de travail insalubres. Donc on a un vrai problème pour attirer les jeunes vers nos métiers, alors qu'il y a une vraie demande. Et nous, on a eu dans le passé une vraie difficulté à attirer les jeunes. Et donc effectivement, le stage de découverte, l'apprentissage sont des vrais vecteurs pour nous de promotion de nos métiers. Et d'ailleurs, il ne se passe pas un stage où un jeune qui vient en découverte qui nous dit « Waouh, mais c'est génial en fait, je ne pensais pas que c'était comme ça ». Et donc, on a tout à gagner, nous, en tant que dirigeants, à ouvrir nos portes un maximum. Et on a toujours eu cette volonté d'accueillir des stagiaires, parce que c'est aussi l'opportunité de pouvoir déceler des potentiels, de voir un jeune qui sort du lot sur une dizaine de stagiaires. Des fois, on en a un où on se dit « Oh là là, j'aimerais bien l'avoir en apprentissage ». Et on s'est même rendu compte que le stage, maintenant, c'est presque de la pré-identification pour les contrats pro et les contrats d'apprentissage. Nous, on travaille beaucoup avec les CFA parce qu'on a un métier qui s'apprend beaucoup en CFA et en formation par apprentissage. Et j'adore parce qu'on fait des très très belles rencontres, et ça fait derrière des coopérations extrêmement réussies. Mais pour ça, il faut que le dirigeant s'engage dans la volonté de transmission pour que ses propres collaborateurs le fassent. Stéphane, tu hochais de la tête. Dans une entreprise de la taille de Siemens Gamesa, comment vous allez vers l'école et comment l'école vient vers vous? Alors on est dans une démarche où on va de plus en plus vers les écoles, puisque ça rejoint ce que Sébastien disait aussi, où il y a un défi, toi aussi également, il y a un déficit sur nos métiers, malgré le fait qu'on est dans l'éolien, dans le renouvelable. On pourrait se dire que finalement on a le choix et on a énormément de candidats, ce qui n'est pas le cas. Donc on a besoin d'aller auprès des lycées, auprès des BTS, alors sur différentes choses, même aussi au niveau de différentes écoles, écoles de commerce ou écoles d'ingénieurs, pour d'une part promouvoir un peu le secteur d'activité d'une manière générale, pour qu'on puisse en parler, on puisse échanger, donc ça c'est ce qu'on fait, et également avoir des partenariats avec certains BTS, certains lycées justement pour les métiers de la maintenance notamment, et on prend de plus en plus d'alternance, on a beaucoup de postes d'alternance qui sont ouverts, ou contrat de professionnalisation, et on ouvre. C'est un petit peu plus compliqué d'ouvrir pour des stages de troisième, puisque la découverte est
un poil plus complexe étant donné le positionnement de nos sites géographiques, mais pour nous clairement c'est un tremplin vers un futur poste. Lorsqu'on a un alternant pendant 1 an, 2 ans ou plus, pour lui, clairement, si ça matche dans les deux sens, il a un poste qui est quasiment ouvert pour lui. Donc c'est une démarche que nous on a, que les lycées commencent à avoir de plus en plus avec nous et avec d'autres personnes du secteur de l'éolien, puisque c'est un marché tendu en termes d'emploi, puisqu'il y a plus d'offres que de demandes, étant donné que c'est un marché qui est en plein boom, où on a il y a en gros 1,5 giga, donc ça représente à peu près entre 800 et 1000 éoliennes de plus tous les ans en France. Forcément derrière il y a besoin d'avoir des techniciens de maintenance notamment, mais pas que, des fonctions commerciales, des fonctions de finance, des fonctions RH. Et on s'attelle, en tout cas, et notre direction des ressources humaines s'attelle à ce qu'il y ait toute cette promotion de l'éolien qui soit réalisée. Alors d'une part sur les métiers qui peuvent paraître être un peu plus masculins, mais au contraire sur aussi, je dirais, il y a des démarches sur le recrutement des femmes, avec une démarche qu'on a menée avec le HAC, sur laquelle on est partenaire d'ailleurs. Et félicitations au HAC pour s'être maintenu en Ligue 2 cette année d'ailleurs. Ils se sont maintenus. Et donc une démarche avec eux du Jamais sans elle, qui est une démarche qu'on a menée avec le HAC pour promouvoir des métiers qui peuvent paraître être un métier un peu plus masculin. Et finalement, non, il faut un peu casser les carcans habituels et montrer que tous les métiers sont disponibles à la fois pour les hommes et pour les femmes, peu importe la difficulté physique que ça pourrait paraître. On promeut vraiment à ce qu'il y ait cette diversité, à ce que tout le monde puisse postuler, et ça commence aussi par les lycées et par les BTS. Je reviens juste sur un tout dernier petit exemple au niveau des BTS et des lycées. Malheureusement, aujourd'hui, c'est 95 ou voire 99% d'hommes qui vont sur les métiers de la maintenance et qui sont présents dans les lycées, dans les BTS. Et au contraire, maintenant, il faut démystifier un petit peu, comme tu précisais, démystifier le monde de Germinal, si je reprends ton image, pour montrer que non, c'est plus ça. Au contraire, c'est de l'innovation, il y a beaucoup plus de numérique, il y a de moins en moins de contraintes physiques. Il y a des contraintes certes, mais qu'on peut largement annuler ou en tout cas réduire avec des actions qui font partie de la RSE pour recentrer un petit peu pour la santé et la sécurité des collaborateurs et puis avec l'ensemble des actions qu'on met en œuvre justement pour promouvoir ces métiers. D'autant que la région soutient la mixité dans les métiers genrés. Et moi, j'en ai bénéficié puisque j'ai une tourneuse et j'ai une chef d'atelier dans mon entreprise parce que je suis très engagée pour la mixité dans les métiers de la métallurgie, forcément. Et donc, la région nous soutient et il y a un fonds d'aide pour aménager les postes, pour les rendre accessibles aux femmes. Donc effectivement, on a tout intérêt, nous dirigeants, à s'engager dans une démarche de mixité, au-delà du fait que par ailleurs, ça rééquilibre complètement les énergies, parce que là, moi, je vois bien la différence entre un atelier 100% testostérone et un atelier avec des femmes dedans, c'est plus du tout la même ambiance. Et quand on pose la question à mes collaboratrices, qu'est-ce que ça vous fait de travailler avec des hommes ? Les deux répondent unanimement, mais c'est génial, nos collègues nous aident énormément, il y a beaucoup plus de facilité à vouloir transmettre et expliquer. On sent que les énergies se sont équilibrées. Donc l'idée, c'est pas avoir qu'un atelier de femmes parce que ça marcherait tout aussi mal. L'idée, c'est d'avoir les deux en fait et d'introduire la mixité. Et ça, c'est de la RSE, c'est clair. Et tu disais le terme diversité de façon plus globale, c'est-à-dire que autant sur la mixité que l'inclusion, que l'intégration des personnes handicapées ou autres. Voilà, je pense qu'il y a un travail là-dessus extrêmement où il faut qu'on ouvre un peu les yeux et on s'aperçoit que dans toutes ces opérations, c'est du gagnant-gagnant. Un comité opérationnel où on dit oh, il n'y a que des hommes, mais nous on travaille, on a la chance d'avoir 50-50. Ça crée de la diversité, des discussions aussi qu'on n'aurait pas forcément, mais justement, c'est 9 cas sur 10, c'est du positif. Et je trouve que, comme on disait tout à l'heure, essayer la diversité, c'est plutôt l'adopter. Voilà. Alors, on voit que la RSE, c'est aller au-delà de la relation fournisseur, production, client, c'est d'aller vers les écoles. Je crois que Yves, c'est toi, dans ton entreprise, il y a une action qui a été mise en place sur le mécénat. Alors oui, on est en train de la mettre en place. C'était une discussion avec
le CSE, c'était de dire, voilà, on a une enveloppe de mécénat avec des projets. Au départ, on se dit, oh, ça va être, on va choisir les projets. On s'était dit non, on va donner une enveloppe au CSE qui va choisir, qui va discuter avec l'ensemble du personnel sur les projets à défendre. Et on fera après une petite réunion de savoir si ça défend bien, si c'est bien dans les valeurs de l'entreprise ou pas. Mais je trouve que de donner, et que ça ne vient pas forcément de la direction de dire je décide que je mets à gauche ou à droite, etc., et que ça vienne directement des équipes et qui choisissent d'eux-mêmes de ce qu'ils vont en faire. Alors, très clairement, c'est ce qu'ils me disent. On les piège un peu à travers ça. Parce que au départ, oui, c'est toujours pour un tel ou pour un tel. Bah, écoutez, pas de problème, on vous donne la possibilité de le faire. Donc il va y avoir un peu de discussion, mais au moins on n'y sera pas dedans, mais ça sera purement interne. Et c'est positif, et ça les intéresse. Voilà. Là encore, de façon pragmatique, tout à l'heure vous disiez, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est bien que ça ne vienne pas forcément du dirigeant, mais aussi que les idées émanent des équipes et des collaborateurs. Et donc la question c'est notamment donc, comment on fait ça ? Et est-ce que également vous êtes accompagné ou vous êtes fait accompagner pour votre démarche et vos actions RSE ? Voilà, c'est à la fois comment on fait si on veut que ça vienne des équipes, parce que bon, il y a une boîte à idées, mais il y a sûrement d'autres choses. Et en même temps, est-ce que vous êtes fait accompagner ? Alors, comment on fait ? Moi, je dirais qu'il faut libérer la parole. En tant que dirigeant, il faut libérer la parole de ses collaborateurs. Donc, il faut arriver à créer le terrain propice pour que les gens osent exprimer leurs idées. Parce qu'en fait, on se rend compte que nos collaborateurs ont beaucoup de bonnes idées, mais souvent, il y a cette espèce de frein hiérarchique qui fait qu'ils n'osent pas aller voir leurs dirigeants, même dans une PME. Quand on questionne les gens, on leur dit « mais pourtant, je terrorise personne ». Et il y a cette espèce de lien de subordination qui empêche parfois la parole. Donc, il faut arriver à déverrouiller. Et ça passe par beaucoup de proximité. Donc, notamment quand on fait des actions type des actions sportives, en tant que dirigeant, il faut s'impliquer dedans. L'idée, c'est pas de dire je vais faire 2-3 équipes pour l'Amazon, c'est de dire je vais aller courir avec mes collaborateurs et je vais préparer cette course avec mes collaborateurs. C'est de dire le jour où je construis un hôtel insecte, je vais clouer avec mes collaborateurs le toit de l'hôtel insecte. Il faut s'engager en tant que personne. Et c'est dans ces moments-là, en fait, d'intimité, le temps d'un déjeuner. Nous, par exemple, on a instauré dans mon entreprise, et ça c'est historique, on prend le café tous ensemble à 10h tous les jours. D'ailleurs, il ne faut pas chercher à nous joindre entre 10h et 10h15 parce que personne ne répondra au téléphone. Et c'est un moment extrêmement convivial. Alors, on peut parler du travail, mais on peut parler de la dernière série super sympa sur Netflix, du petit dernier qui fait ses dents. C'est hyper varié, mais c'est un moment où, en fait, on crée du lien parce qu'on montre déjà à nos collaborateurs qu'on est des gens tout à fait normaux et qu'on a les mêmes problèmes qu'eux, que nous aussi, on a mal dormi cette nuit à cause du vaccin. Enfin, voilà. Et en fait, en créant cette proximité, c'est là où on a les bonnes idées qui émergent. Oh tiens, si on faisait ça. Et ça crée quelque chose d'hyper collectif dans lequel nous, dirigeants, on est inclus, ce qui est très agréable. Et là, émergent les idées seulement à ce moment-là. Mais il faut créer ce terrain et il faut ouvrir la porte du bureau, quoi. En fait, ça ne viendra pas... Les meilleures idées viendront du terrain, c'est certain. Mais il faut quand même que le dirigeant, il faut qu'il donne cette dynamique, il faut qu'il prépare le terrain, il faut qu'il fasse comprendre aux salariés jusqu'où ils peuvent aller, comment ils peuvent y aller et qu'ils peuvent y aller finalement. Tant qu'on n'ouvre pas ça, on a toujours ce lien de hiérarchique qui est là et c'est le patron qui prend la décision, donc c'est à lui de nous dire si on va c'est à lui d'avoir la bonne idée, nous on fera. Et en fait c'est ça qu'il faut casser et c'est ça que voilà. Mais on le casse aussi au travers des différentes actions globales qu'on est en train de mener. Si je prends notre cas, le fait de relocaliser passe un message comme quoi on ne veut pas faire n'importe quoi. On ne veut pas forcément produire à moindre coût, on veut qu'il se passe... Et ça, c'est un terrain qui est fertile à amener d'autres projets, d'autres idées. Voilà, c'est surtout ça. Donc, ok, le dirigeant ne doit pas piloter la RSE, il peut s'appuyer sur ses équipes, mais il faut aussi quand même qu'il prépare le terrain
et qu'il soit leader et qu'il accompagne des projets, même si des fois il sent que c'est pas tellement dans ce sens-là où il n'y croit pas non plus parce qu'il a sa propre idée, mais des fois il faut y aller et ça donne de belles choses à la fin. Et quelle que soit la taille de l'entreprise. Et quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui. Et est-ce que vous croyez qu'il est bien de prendre une tierce personne pour mettre en place tout ça, ou ce que vous avez dit suffit, ou c'est bien de se faire accompagner? C'était une question. Hein. Est-ce qu'il faut se faire accompagner ou ce n'est pas nécessaire? Comme on l'a dit depuis le début, moi, finalement, la RSE, on ne lance pas un projet en l'estampillant RSE. Donc peut-être à la fin, quand on voudra peut-être se poser pour faire une synthèse de tout ça, comment je le mets en avant, comment je le mets en forme, ça peut être bénéfique. Nous, on n'en est pas encore à ce stade-là. Finalement, nous, on a lancé tout un tas de projets, d'opérations avec nos équipes, sans que ça soit estampillé RSE. C'est maintenant où on se dit, bon, faut qu'on communique, quel est le meilleur support qui va nous permettre de légitimer en fait nos actions. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'une tierce personne au départ. Alors peut-être pour se poser les bonnes questions et lancer un peu le projet RSE, mais là-dessus je te suis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au départ, tout est relativement facile. Il y a plein d'actions faciles qui remontent. À un moment donné, si on veut passer à quelques phases suivantes, on a besoin d'être peut-être un peu plus structuré, d'être un peu plus, et donc un peu plus accompagné par rapport à ça, de telle sorte que c'est comme dans tous les domaines, il faut aussi qu'on trouve un peu de compétences. Alors soit en fonction de la taille de l'entreprise, soit on l'a de façon interne, soit on peut la trouver de façon externe. Et voilà, et je pense que tout dépend du niveau de RSE que l'on veut se mettre. On avait le cas Danone qui s'est mis en société à mission. Voilà, ils se sont mis à un niveau extrêmement élevé par rapport à ça. Mais c'est pas toutes les entreprises ne seront pas à ce niveau-là. Donc il faut, par rapport à ça, se donner les objectifs que l'on a. Et en fonction des objectifs, est-ce qu'on peut se faire accompagner ou est-ce qu'on peut le faire seul? Voilà. Je crois aussi que ça dépend du niveau d'acuité du dirigeant sur le sujet, parce que Léa, tu posais la question tout à l'heure. Le dirigeant pour lequel la RSE n'est pas quelque chose de fondamental pour lui et qui n'est pas inscrit dans ses valeurs, ce qui est concevable, lui, il doit se faire aider. Parce qu'il ne pourra pas y arriver, il n'est pas guidé par ça. Et nous, on est là aujourd'hui pour en parler parce qu'on a tous été guidés par là, parce que je pense que c'est une valeur commune qu'on a. Mais si on ne l'a pas en soi, il me semble que l'accompagnement, il est indispensable très rapidement, parce que un dirigeant ne peut pas insuffler quelque chose si lui-même, il n'en est pas intimement convaincu. Sur le point de l'accompagnement, en fonction des thématiques que vous souhaitez mettre en place au niveau de la RSE, il y a la thématique environnementale. Et si vous voulez passer l'étape supérieure, c'est-à-dire d'avoir une vision complète de l'analyse de cycle de vie de ce que vous faites, c'est-à-dire de voir vraiment les émissions de gaz à effet de serre, d'une part de votre entreprise, mais surtout de ce qu'il y a derrière, d'où viennent vos matières premières, comment c'est recyclé, quelle est la valorisation. Il y a un outil formidable qui a été développé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui s'appelle le bilan carbone, sur lequel vous avez une myriade d'entreprises. Vous pouvez aller sur le site de l'ADEME, il y a plein d'entreprises qui sont capables de vous aider, de vous accompagner par rapport à une méthode qui est mise en place, qui est française, sur lesquelles on va voir quelles sont les sources d'émissions de gaz à effet de serre les plus importantes. Et c'est intéressant parce que ça vous sort aussi de vos idées reçues. Vous pouvez vous dire, finalement, c'est peut-être le transport. Et non, c'est peut-être pas le transport, c'est peut-être le produit que vous allez faire venir de Chine qui vient en avion exprès parce que vous avez fait une commande express. Finalement, c'est peut-être ça qui est la source d'émission la plus importante, et ça va vous permettre de prioriser les actions de réduction. Donc, c'est l'accompagnement, je pense clairement, est nécessaire sur cette démarche-là pour sortir, pour aller un peu plus loin et sortir un petit peu des idées reçues, des choses un peu faciles, parce que dans la première étape, c'est facile, et puis après, derrière, vraiment, quand on veut réduire, on a besoin de se faire accompagner. Merci. Moi, j'ai envie de partir avec des idées concrètes. Donc j'aimerais qu'on fasse rapidement un tour de table avec les idées ou les actions labellisées RSE dont vous êtes les plus fiers. Alors je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir, parce qu'on n'a pas prévu, en annonçant qu'à la CCI, le 17 juin, on a une masterclass RSE, donc spécifique au sujet d'aujourd'hui, où on pourrait apprendre des choses et pour les mettre en pratique dans les entreprises. Donc Sébastien, tu es à côté de moi, pas de chance. Chez Cosmeti, quelle est l'action dont tu pourrais dire on est le plus fier? Il y en a plein. Il y en a plusieurs.
La première, c'est la relocalisation. Moi, je venais d'un grand groupe international où on ne parlait pas trop de relocalisation. Donc ça, c'est une fierté d'avoir finalement réussi à relever le challenge. La deuxième, c'est que l'entreprise participe à l'association Octobre Rose pour le cancer du sein, parce que la majorité de nos salariés sont des femmes et la majorité de nos clientes sont aussi des femmes, donc ça donne du sens. Et le dernier, c'est d'avoir réussi le challenge, de passer l'ensemble de notre gamme en bio, qui n'est pas chose facile et qui est d'autant plus difficile à maintenir. Voilà. Élise, une action? Il y a 13 ans, j'ai recruté à l'issue d'un stage un jeune chaudronnier qui souffrait d'un trouble sévère autistique. Et à l'époque, il vivait chez ses parents, il était suivi par une AVS. Et 13 ans plus tard, il a son permis, il a son appartement, il gère sa carte bleue seul, il n'a plus besoin d'AVS, il est complètement autonome, il ne dépend plus du tout. Ça a été un accompagnement très long. Et en fait, c'est une grande réussite parce qu'aujourd'hui, Guillaume... c'est un peu notre mascotte d'ailleurs. Il est l'exemple même de l'inclusion professionnelle et de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il a bénéficié de beaucoup d'aides pour pouvoir être autonomisé. Mais parce que nous, en tant qu'employeurs, on a été engagés dans la démarche et qu'on a fait un travail tripartite avec ses parents et son AVS, on a pu l'emmener vers une autonomie complète. Et quand il y a quelques années, sa maman m'a littéralement pleuré dans les bras en me disant « Maintenant, je peux mourir. Mon fils ». À sa place dans la société, ça c'était la plus grande des récompenses. Donc je pense que c'est notre plus belle réussite. C'est sûr. Yves? Alors moi, je suis désolé, elles sont plus terre à terre, mais là, j'en ai trois. La première chose, c'est d'avoir refait un entrepôt avec mon associé dans lequel les conditions de travail ont vraiment évolué pour les équipes. Et compte tenu de l'évolution, c'était indispensable. La deuxième chose, c'était la première véritable action qu'on a faite en termes de RSE, c'était le carburant végétal. Et la troisième, qui est depuis 1 an, c'était le contrat d'intéressement, qui est vraiment un travail contributif de toutes les équipes, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette est-ce qu'il va y avoir des primes, pas de primes, etc. Tout le monde sait comment ça marche et comment ça fonctionne. Stéphane, pour conclure. Merci pour la conclusion. C'est un peu facile, mais je suis obligé de... Je vais en avoir deux. Le premier, c'est ne serait-ce que d'avoir la construction d'une usine ici, au Havre, qui va nous permettre d'installer des éoliennes sur nos côtes normandes et bretonnes. Ne serait-ce que ça, en termes de relocalisation, je pense qu'on peut difficilement faire plus près. Donc ça fait partie d'une démarche RSE en tout cas. C'est la première. Et la deuxième, j'en ai parlé tout à l'heure, et j'ai fait un peu de chauvinisme, mais le partenariat qu'on a avec le HAC, sur lesquels on est engagé en partenariat sur une démarche aussi sociale et environnementale ensemble. Donc ce n'est pas un partenariat uniquement un nom sur un maillot, mais il y a vraiment des actions concrètes qui vont être mises en place par la suite. Et on commence déjà à travailler vraiment de concert ensemble. Donc c'est aussi, ça fait partie d'une des actions RSE avec eux. Merci. Très bien. Bon, écoutez, je crois que cette table ronde se termine. Merci beaucoup, merci à nos intervenants. Merci Fabrice pour la co-animation. Vous dire donc toujours, vous dirigeants, là, prenez rendez-vous avec la CCI. On parle RSE. Je ne vais surtout pas essayer de résumer ce qui s'est dit parce que il y a beaucoup de choses. Il y a des petites choses, des grandes choses et c'est passionnant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et j'ai la chance. On va peut-être déjeuner ensemble et donc pour de vrai. Et donc, on va pouvoir creuser certains points. En tout cas, Fabrice parlait également des masterclass qui sont mises en place, qui sont aussi un moyen de mettre, pas forcément vous, le dirigeant, mais aussi justement, on l'a dit, un pilote dans l'entreprise qui serait désigné pour suivre ces masterclass. Donc, c'est payant, bien sûr, mais ça peut rapporter gros, comme on dit. Donc, il faut aller vous renseigner sur le site internet et vous aurez des informations puisqu'on lance, il y a déjà quelques inscrits sur cette première masterclass. Donc, n'hésitez pas là. Vous dire aussi que cette table ronde, vous pouvez la retrouver en replay sur YouTube, comme les 3 autres précédentes tables rondes. Enfin, merci aux équipes CCI qui organisent et qui ont concocté ce déjeuner ensemble. Voilà, je vous souhaite, j'espère que ça vous aura donné des idées et que les secrets de nos dirigeants vont devenir peut-être action chez vous et vous en avez sûrement d'autres à partager. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci.